Bon, une femme amoureuse est beaucoup plus malléable, beaucoup plus, comment dire, elle se laisse plus facilement aller, elle laisse tomber beaucoup de ses défenses. La première année, je l'ai vécue un peu comme dans un rêve. À la limite, j'étais pas vraiment présente. Et puis quand je me suis vraiment rendu compte de ce que je faisais, en fait, je me suis mise à hurler parce que je disais c'est un peu comme un viol en fait parce je dis mais attends mais qu'est-ce que je fais alors que j'étais tellement romantique, je dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire, je connais même pas ce type et il est en train de me prendre et je dis mais et là j'ai vraiment eu un choc, en fait je me suis vue, c'est comme si il y avait un double de moi qui me regardait et je ne pouvais plus et je suis rentrée à la maison en pleurant, j'ai dit je peux plus, je peux plus, je peux plus évidemment. J'étais avec lui, donc il fallait que j'y retourne, quoi. C'est clair. Disons que justement, je crois qu'effectivement, comme je l'ai toujours dit, le moment où on se met à hurler, c'est le moment où en fait on ne se sent plus bien, où on n'arrive plus à tenir par rapport au mur qu'on a construit autour de soi. Mon intimité, je la préserve en justement sachant mes limites pour ne pas me sentir sale. Et je les connais. Parfois, je les transgresse. Ça m'arrive. Je peux les transgresser parce que j'ai besoin d'argent. Je peux les transgresser parce qu'avec certains clients où ça me plaît de transgresser cette limite. Et parfois, je peux la transgresser sans me rendre compte qu'un client qui me paraissait... Et puis, à un moment donné, je sens le mépris, je sens les respects, je sens que je suis chosifiée, mais d'une façon qui me déplaît. Et bon, ben là, je le finis et j'essaierai de ne plus le reprendre. Alors, je me sens parfois mal. J'ai toujours cette peur, panique, qu'un beau jour, justement, ils finissent par me considérer comme ces hommes qui venaient me rencontrer, qui venaient payer. Et que je ne sois plus qu'un corps pour lui, un corps qui amène du désir, point, du désir physique et sans l'amour. J'étais libre de dire oui ou non, et puis, mais ça ne va pas, enfin, j'arrivais pas, parce que je subissais encore, en fait, et je voulais plus subir. Donc, comme je ne voulais plus subir, c'est moi qui leur ai fait subir. J'ai changé le rôle. J'ai eu beau me rendre compte que bon, c'est vrai que tous les hommes qui vont voir les prostituées ne sont pas mal intentionnés. Loin de là d'ailleurs. Mais ils ne réalisent pas la douleur que ça peut provoquer à la femme qu'ils ont en face d'eux. Ce que ça peut les détruire au fond d'elles-mêmes. Ils ont beau penser qu'ils les aiment, qu'ils les trouvent des femmes fantastiques et dire qu'ils les respectent. S'ils les respectaient vraiment autant qu'ils le disent, ils ne pourraient pas. Et ils croient à ce qu'ils disent en plus. Hein. Ils y croient. Hein. Ils y croient. Je me démerde. Parfois, je quitte le boulot et je vais compenser à l'innovation en achetant ou n'importe quoi. Donc, je fais comme tout le monde quand il se sent mal. C'est plutôt la sensation d'avoir été avili. Ça m'arrive, c'est sûr que ça m'arrive. Mais j'accepte. Ça m'arrive pas souvent. Hein. Oui, mais l'avilissement peut ne pas être dans un rapport sexuel. Hein. Un homme peut avilir sa femme en parole. Hein. Mais on est nombreuses dans ce cas-là, hein. Les trois quarts des filles. Et je pense que, bon, j'avais une conversation avec une amie à moi qui m'a dit, tu sais, tu as raison, hein, c'est vrai ce que tu dis, on doit s'aimer un peu plus que ça. Donc elles commencent maintenant à faire une certaine démarche et elles se rendent compte que finalement, ben, on est victime que de soi-même, en fait. Et c'est nous qui leur donnons ce pouvoir, parce que tous ces hommes, en fait, ils n'ont aucun pouvoir, ils sont encore plus faibles que nous, je pense, et aussi dépendants que nous. Mais c'est nous qui leur donnons ce pouvoir, on est là. Mais attends. Généralement, bon, ben, toutes ces filles qui atterrissent là-dedans ont une famille, ont des parents, ont des frères, des sœurs, etc. Et en général, ce que le proxénète fait, c'est quand il arrive à mettre le grappin sur une fille, donc déjà, donc, il attend qu'elle soit amoureuse de lui, et là, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est que petit à petit, il détruit tous les liens qu'il peut y avoir autour. Donc, il va s'amuser à petit à petit dresser donc la fille contre sa famille, contre ses amis, contre tout le monde, de manière à vraiment l'isoler totalement de toutes les cellules qu'elle avait pu se construire autour d'elle auparavant et qui étaient là pour la protéger et qui auraient été prêts à la protéger, vraiment en les dressant pour de manière à ce que ce soit la fille elle-même qui refuse encore
de se faire aider, de se faire soutenir par la famille. Et donc de manière à ce que lui ait une totale emprise, puisqu'à ce moment-là, le seul point de repère qui reste à la fille, c'est son proxénète. Et donc, vu que c'est le seul point de repère qui reste et qu'on est vraiment amoureuse et que on est amoureuse et qu'en plus c'est la seule personne qui nous reste, c'est le seul pilier auquel encore se rattacher, mais on ne sait pas faire autrement que de se plier à leur volonté. Parce qu'on en a besoin, parce qu'en fait, à ce moment-là, ils se mettent à jouer au jeu du je t'aime pas, est-ce que tu m'aimes vraiment, montre-moi, etc. Et donc, mais on n'a pas d'autre choix, pratiquement. Essayez de le quitter. Mais là, on n'est pas prête parce que justement, il nous a même au moment où on aurait, disons, les velléités de vouloir dire, bon, ben, ça va pas, je vais m'arrêter là. Mais comme il a tout coupé autour, on ne sait plus où se retourner non plus. Et on se rend compte que si on le quitte, on abandonne tout et on sera vraiment seul au monde. J'ai quitté, il ne savait pas où j'étais, lui. Oui, là, j'étais un peu pas très bien, je veux dire. T'as quitté directement? Oui, je suis partie directement. J'ai laissé mon fils chez maman. Non. Non, ça, j'ai du mal encore avec ça, en fait, parce que j'assumais plus rien, en fait. J'assumais plus rien, j'étais complètement prise par cet homme, mais vraiment. Tu t'es abandonnée de toi-même. Mais T'as fait démissionner. complètement. Et je l'ai dit à mon fils, je dis, écoute, j'ai été vraiment démissionnaire. À un moment donné de ma vie, j'étais complètement démissionnaire. J'étais complètement omnubilée. J'étais comme une droguée, en fait, en manque de cet homme-là. Moi, je sais ce que c'est d'être stigmatisé. Donc, je peux très bien comprendre ce qu'ils vivent. D'être stigmatisé pour rien. Eux ont le délit de sale gueule, moi j'ai le délit de sale pute. Pour rien. Parce que la société a décidé que nous étions des êtres qui n'étaient pas nécessaires à la société, que nous étions des parasites. C'est dur à vivre dans le sens où on se coupe d'une certaine vie sociale. Parce que sinon on est obligé de mentir, en fait. J'ai voulu dire la vérité un jour à quelqu'un. J'ai dit à cette dame, voilà, je fais ça. Elle était en week-end chez moi, c'était une Parisienne, elle a réveillé son mari, ils sont partis. Je dis, mais attends, je dis, je suis tellement différente que l'instant d'avant. Un beau jour, je me suis rendu compte, ça a été ce qui a fait le déclic chez moi. C'est qu'au bout de quelques mois, j'avais quitté le métier, que je travaillais comme femme de chambre, un beau jour, en rentrant chez moi après le boulot, je me dis, oh mon Dieu, j'ai mal à la nuque ces derniers temps, comment ça se fait que j'ai tout le temps mal comme ça, à la nuque et dans les épaules, et je sentais vraiment une crispation dans les épaules que j'avais jamais ressentie. Je me disais pourtant, bon, ça fait déjà un bout de temps, mais non, je fais ce boulot de bouger les lits et tout, donc ce n'était pas, je ne faisais pas d'effort physique qui allait permettre d'expliquer ces douleurs soudaines que je commençais à ressentir. Non, c'était pas de la tension musculaire, je pense. Mais c'était tout simplement parce qu'en réalité, j'avais commencé petit à petit à redresser les épaules, ce que je n'avais plus fait depuis des années. Parce que ça faisait des années que quand je marchais dans la rue, je regardais le sol. Je ne regardais pas les gens devant moi. Je regardais toujours le sol. Je ne dépassais pas. Je ne voyais rien des gens plus haut que pratiquement un peu plus haut que les genoux. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui ressentait que j'étais moins que rien. Et c'est pour ça que physiquement, en réalité, je commençais à démontrer des signes que je refusais moi-même de voir et que je refusais moi-même d'admettre. Et quand on me disait, mais non, mais pourquoi tu fais ça? J'étais fière de dire, mais non, c'est pas vrai, c'est un métier quand même. Mais pourtant, mon corps démontrait que mon discours ne collait pas. Disons à ce que mon corps démontrait. Mon corps démontrait en fait la souffrance que j'avais au fond de moi-même et que je refusais moi-même d'admettre. Je crois que dans un sens, c'est vrai que ça doit les aider, mais est-ce que ça doit être pour ça au détriment de la femme qui s'y consacre? C'est cher payé, hein. C'est très cher payé. Pour le bien-être de l'homme, c'est très cher payé pour la femme qui, elle, s'y prête, quand même. C'est un mal pour un bien, ce qui m'est arrivé, parce que j'ai vu qu'il y avait autre chose en moi. Donc, et je me suis lancée alors à ce moment-là avec une amie que j'ai rencontrée en Inde, parce que je pars là-bas chaque année. Je me suis lancée dans une ASBL
Pour l'aide aux mamans célibataires, on a ouvert un dispensaire à Dharamsala pour aider les petits-enfants et les mamans célibataires. Donc voilà, là-bas, oui, sur place. Les sentiments qui pour moi devraient vraiment ressortir si je voulais, enfin, si je voulais moi voir une œuvre qui ressemble à ce que je peux ressentir, déjà il en faudrait tellement parce que je ne pense pas qu'une seule œuvre pourrait représenter l'ensemble parce que c'est trop complexe. Mais il y aurait beaucoup de solitude qui devrait apparaître, il y a beaucoup de... C'est surtout, disons, cette solitude dans cette espèce de foule, ce mal-être, cette noirceur, et la souffrance. Mais pourtant, je pense qu'il y a une œuvre au moins qui devrait présenter quelque part qu'au milieu de toutes ces souffrances, il y a quand même une petite touche d'espoir qui est possible. Cette petite lueur que moi j'ai réussi à trouver quelque part.